État mixte sur papier, chapitre 34. 6 ans plus tôt. Madame Bovary, c'est moi. Je suis au lycée, je regarde ma prof de philo dont le cours vient de me bouleverser et je lui dis « Je vous assure, Madame Bovary, c'est moi ». Je ne me rendais absolument pas compte du ridicule de la situation. J'ignorais, à l'époque, que Flaubert avait ou aurait lui-même dit cette phrase. Pour moi, ce n'était pas une citation, mais une révélation. Je prenais conscience que je vivais ma vie par procuration et que cela devait cesser, sinon j'allais finir comme Madame Bovary. J'étais désespérée. Après un moment de perplexité où elle devait tenter de déterminer si j'essayais de la manipuler ou si j'étais sincèrement inculte, ma prof de philo me dit « Écrivez un livre ?» Je la regarde, je ne comprends pas. « Vous pouvez écrire un livre ?» Alors d'accord, why not ? Je vais écrire un livre. Ce ne sera pas ma première tentative, mais ce sera la première qui doive aboutir. Pas le choix. Cette fois-ci, pas de paresse, pas de renoncement, je n'y couperai pas. L'écriture de ce livre sera mon sens, parce qu'il m'en faut un, avant d'en trouver un autre, et puis un autre, et un autre. Une vie n'a pas de sens propre, à chercher, à trouver. C'est là qu'il y a confusion. Une vie est une succession de sens. C'est incroyable parfois, comme le simple fait de mettre un mot au pluriel peut tout éclairer. Le mot sens est un piège, il a trop de sens différents, il a trop de sens mais son orthographe ne change jamais. Singulier, pluriel, tout pareil, le sens, l'essence, l'essence, et voilà, retour au singulier. La langue française tout entière est un piège, un mot qui renvoie à un autre, puis un autre et un autre. La vie est une succession de sens, l'écriture est une succession de signes, ou peut-être que c'est l'inverse. Ce livre fait 140 363 signes. Combien de sens aura ma vie ? J'écris « je suis je », mais je pense « je suis ce que je me raconte ». Quoi que je fasse, quoi que j'y fasse, je vis dans la fiction puisque je vis dans ma propre subjectivité. Alors d'accord, je vis dans ma fiction. Le réel n'existe pas, l'objectivité tant recherchée n'existe pas. Plus on veut s'en rapprocher, plus on s'en éloigne. Je suis je entretient le trouble, et ce qui entretient le trouble, c'est intéressant. Oui, je sais ce que je dis. Je ne dis pas se complaire dans le trouble, je dis entretenir le trouble, l'alimenter, mais de sorte à pouvoir expérimenter à travers lui. Un trouble, c'est un filtre ajouté qui modifie la perception. Moi je dis cette perception est peut-être intéressante, allons voir, allons au bout. C'est en ce sens que je dis je suis je. Ça veut dire je suis le trouble, le non défini, l'insaisissable, le flou. Semer le trouble, jouer les troubles fêtes, le ciel se trouble. I'm in trouble. Chapitre 35. Pour écrire, j'ai arrêté mon traitement. Non, c'est pas ça. J'ai décidé d'écrire et d'arrêter mon traitement. Mais c'est lié, c'est indubitablement lié. Écrire me permet d'arrêter mon traitement parce qu'écrire est mon sens. Et arrêter mon traitement me permet d'écrire parce que j'ai besoin d'être entière, j'ai besoin de ma mémoire, de ma vivacité d'esprit, de mon énergie, de ma libido, oui. Il faut désirer, avoir envie d'écrire, être inspiré par. Zyprexa. On a envie de le dire avec l'accent russe. Le Zyprexa ne m'apportait plus assez, mais les effets secondaires devenaient les effets principaux que je ressentais. J'ai arrêté le traitement depuis 2 semaines. J'écris un livre. En face de moi, c'est le docteur B. Il me suit depuis ma dernière hospitalisation. Il faut imaginer quelqu'un de calme, qui parle dans sa barbe, bien qu'il n'en ait pas vraiment une, grisonnant, une voix très posée. Il est un peu étrange à sa façon. Il fume tout le temps. Il me regarde, il m'écoute et ne dit rien. Temps suspendu. Il réfléchit. Puis le temps reprend sa course quand il dit « Ah, et vous l'avez arrêté comme ça, d'un coup ?»« Oui, je sais que je ne devrais pas, je le fais tout le temps. Au début, j'avais des nausées, je ne pouvais plus manger parce que je n'avais plus jamais faim. J'avais mal partout, enfin je me sentais un peu bizarre. Maintenant ça va, je suis bien, je me sens bien. Je crois que des choses changent, je ne sais pas. Je sens que c'est différent, vous voyez ? Et qu'est-ce qui est différent ? Je ne sais pas, tout. C'est pas tellement ma façon de voir les choses qui a changé, c'est plus la façon dont je les ressens, dont je les vis. Je crois que je suis légère, c'est fou. Et puis je me sens solide, ça ne m'était jamais arrivé. Pourtant, rien n'a spécialement changé dans ma vie. Je n'ai pas de travail, je ne fais pas d'études, ma vie sentimentale n'est pas plus stable. Au contraire, vu que je suis légère, je ne m'attache à personne. Je fais parfois souffrir des gens, je crois, par excès de légèreté. Mais je m'en fous, c'est incroyable, je m'en fous. En principe, je n'évoque jamais ma vie sentimentale en entretien, jamais, ou de façon très détournée. Trop privée, sans doute.
C'est vrai que la légèreté me fait peur. Un peu, c'est vrai. Je ne peux pas m'empêcher de penser que les problèmes, les difficultés, toutes ces choses qui nous entravent, nous permettent aussi, quelque part, de rester ancrés au sol, à la terre, comme si sans ces poids, on risquait de décoller, d'aller trop haut, de ne plus pouvoir revenir. On a besoin de pesanteur, ou la pesanteur nous emporterait. On se perdrait dans l'espace et on ne reviendrait jamais. Kundera dit un truc comme ça dans l'insoutenable légèreté de l'être. L'absence totale de fardeau fait que l'être humain devient plus léger que l'air, qu'il s'envole, qu'il s'éloigne de la terre, de l'être terrestre, qu'il n'est plus qu'à demi réel et que ses mouvements sont aussi libres qu'insignifiants. Et ne me parlez pas de complaisance, ceci est totalement différent. Je crois que ma relation au psy a changé, je m'attache moins. Mais c'est aussi parce que je suis moins en détresse. Oui, certainement. Non, mais ça ne pouvait plus durer, s'attacher comme ça aux gens de manière instinctive, et puis pour sortir d'une dépendance affective après, merci. Non, c'est trop difficile. J'aime bien discuter avec le docteur B. Il sait toutes mes questions, alors il me lance des pistes de réponse, comme ça, l'air de rien. On parle de temporalité, alors je lui parle de cinéma et d'ellipse, et lui de physique quantique et d'Einstein. Il me parle d'un type qu'il connaissait, qui est parti vivre avec des clochards pour comprendre, et qui n'est jamais revenu. Je lui raconte mes crises d'irréalité, il me parle symbolisme et nœud borroméen. Parfois tout me parle, et puis d'autres fois, d'un coup, tout se tait. Et puis tout me parle à nouveau, et ainsi de suite. Je suis capable de ressentir ce que ressent une chaise. Une chaise ? Une chaise, absolument, mais toutes les chaises ne ressentent pas la même chose. Ah non ? Ça dépend de la lumière, de la poussière et des autres meubles. Il y a des chaises qui détestent quand on s'assoit sur elles, et puis il y en a qui aiment bien. Je suis capable de me projeter dans n'importe quel objet, n'importe quelle personne, n'importe quel animal. Je deviens ce que je vois, je fusionne. Et je ne sais pas pourquoi tout, autour de moi, me crie « Vis-moi, ressens-moi ». Tout s'insinue en moi. Ou alors c'est moi qui m'insinue partout. Des crises, des moments d'irréalité, j'en ai toujours, et j'en aurai probablement toujours. Ces moments où je contemple tout ce qui m'entoure sans plus rien savoir. Il me faut regarder chaque chose en me demandant à quoi elle sert, à quoi elle ressemble, comment elle est faite et comment elle fonctionne. Je dois tout étudier de près, tout toucher, chaque objet comme si je le découvrais pour la première fois. Et ça ne suffit pas toujours. Je sais bien que le verre posé devant moi ne vit pas. Et pourtant, à certains moments, même en sachant cela, il peut arriver que je m'adresse à lui, que je lui parle comme s'il était vivant. Cette contradiction sur le moment ne me pose pas particulièrement de problème. Je suis à un autre niveau de conscience, sur un autre plan. C'est une autre vision, celle du doute absolu, du doute des sens, du doute du sens, un doute à la Descartes, mais sans Dieu. Je ne sais tellement plus ce qu'est un verre, quelle est sa fonction. J'ai beau le tenir dans ma main et le retourner dans tous les sens, je doute de sa consistance, de sa matérialité, de son existence. Sa raison d'être là me paraît tellement floue et inconnue que je me dis qu'il peut aussi bien être vivant et m'entendre, à moins que ça ne soit une illusion totale. Je ne peux pas me fier à ce que je vois, entends, sens ou touche, parce que je ne distingue plus ce que je vis de ce que j'invente. Pourtant je sais bien, si les objets ou les idées peuvent m'inspirer, on ne les verra jamais respirer, à savoir inspirer et expirer.